sous la tutelle de Darry Cole, je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. Voilà, oui, effectivement, j'ai intitulé mon intervention Aung San Suu, l'égarement comme méthode. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Et en abordant un petit peu cette commande, qui est d'analyser la question de la répétition chez Aung San Suu. Alors, cette question-là, elle est présente très tôt dans son cinéma, parce que déjà, la question de la déconstruction du récit est présente dès son premier film, d'histoires parallèles qui se ressemblent et se différencient. Donc, on voit que c'est déjà quelque chose qui le travaille dès le début. Donc là, je parle de son premier film en 1996. Il y a un petit effet de Larsen, mais je ne sais pas. Ça va peut-être passer. Voilà. Et cette répétition est, on va dire, une figure récurrente et en même temps jamais utilisée de la même manière d'un film à l'autre. Donc je vais essayer un petit peu de parcourir un certain nombre d'exemples, pas tous, mais un certain nombre, parce que comme vous le savez, peut-être son œuvre est quand même assez importante. Il a commencé à faire des longs métrages en 1996 et à ma connaissance, il en a tourné 24, c'est-à-dire plus d'un par an, et parfois 3 dans l'année. Donc évidemment, on ne pourra pas parler de tout. Et la difficulté peut-être que je vais rencontrer, c'est d'essayer d'analyser, de décrire sans moi-même être répétitif. Mais on verra à l'usage. Donc, le premier exemple dont je voudrais parler, je ne vous montrerai pas des extraits à chaque fois parce que sinon on y passerait la nuit. Mais disons que le premier exemple, où me semble-t-il, la question de la répétition est délibérée chez Aung San Suu, c'est son deuxième film qui s'appelle Le pouvoir de la province de Kangun, qu'il a fait en 2003. Et ce film est en 2 parties. La première partie raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient de rompre une relation, qui est très déprimée, et qui part avec 2 copines dans la région justement de Kangun, qui est une région touristique avec des montagnes, des lacs, etc. Et qui va croiser un jeune policier qu'elle va aller retrouver après, dans un deuxième temps, avec qui elle va avoir une aventure assez, je ne sais pas comment dire, minable, catastrophique et évidemment alcoolisée, comme souvent chez Aung San Suu. Et donc cette première partie se termine par un très beau plan où elle s'écroule en larmes dans le train qui la ramène à Séoul. Et puis il y a une deuxième partie où on découvre la même histoire, mais vécue par son ex-petit copain, d'où le fait que je parle de ce film en premier comme étant un exemple de répétition, mais on en verra de beaucoup plus explicite, puisqu'au fond, chacun des personnages vit la même histoire, mais à travers sa propre expérience. Et donc l'homme rencontre un copain, lui annonce qu'il a rompu avec cette femme, et on apprend au passage qu'il est marié, qu'il a un enfant, situation assez fréquente dans les films de Aung San Suu également. Et il va se rendre avec son copain au même endroit que cette femme. Et d'ailleurs, on découvrira dans un plan assez fugace qu'il est dans le même train qu'elle, mais ils ne se croiseront pas, puisque c'est le copain qui, en allant chercher des sandwichs et de la boisson, va à un moment la bousculer. On verra 2 fois la même séquence d'un point de vue différent. Voilà, petits indices dont Aung San Suu raffole, de situations tout à fait banales, mais qui évidemment nous donnent à réfléchir. Et donc, il va donc faire cette virée, il va croiser une femme avec un homme, femme assez mystérieuse, qui va disparaître. L'homme repart seul, ça l'inquiète, il prévient la police, et on apprend que cette femme est morte et que c'est probablement cet homme qui l'a poussée du haut de la montagne. Mais ce fait divers n'est qu'une espèce d'arrière-fond à ce voyage de ce jeune homme en rupture, qui va retrouver son ex-compagne un soir. Ils vont tenter de coucher ensemble, mais elle va refuser. Elle va lui apprendre à ce moment-là qu'elle s'est fait avorter. Et puis, chacun va repartir de son côté. Voilà. Donc, je vous résume rapidement les choses. J'espère que vous entendiez qu'il y a une manière déjà de dire que chaque histoire, au fond, enfin en tout cas c'est comme ça moi que je comprends ce film, chaque histoire aurait besoin d'être racontée plusieurs fois et qu'aucune des fois ne serait la vérité, au fond. Chacune aurait sa vérité et que c'est dans la juxtaposition que peut-être une troisième histoire dans la tête du spectateur pourrait se constituer
et pourrait donc renvoyer à cette question de la vérité. Donc on est très loin, par exemple, d'un film que je pense certains d'entre vous connaissent, qui est Rashomon de Kurosawa, puisque dans le film d'Akira Kurosawa, on a une série de témoignages autour d'un événement qui est bien différent dans son ampleur dramaturgique du récit que je viens d'évoquer, qui lui est plutôt, vous l'entendez bien, un récit ordinaire. Chez Kurosawa, il y a un meurtre, un viol, et il s'agit de trouver qui en est l'auteur. Et donc on va avoir une série de témoignages qui peu à peu vont nous rapprocher de la vérité. Chez Kurosawa, on est dans le système hitchcockien que Hitchcock appelait lui-même la direction de spectateur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dévoile dans une maîtrise parfaite. Là où chez Hong Sang-soo, je dis de manière différente, non pas qu'il n'y ait pas de maîtrise, mais cette maîtrise emmène le spectateur vers une absence de résolution. C'est-à-dire que la conjonction des deux récits n'apporte pas de résolution, mais elle ne s'oppose pas non plus, comme dans des formes binaires à la Kubrick, où on laisserait le spectateur en plan se débrouiller. On va dire qu'elles s'entrecroisent, se recoupent, se différencient, mais ne résolvent pas les questions qui les traversent. Voilà donc pour un premier cas qui m'en fait penser à un livre dont le titre est souvent cité à propos de Hong Sang-soo. Et alors moi, du coup, comme je savais que je devais parler longtemps, j'ai fait l'effort de ne pas me contenter de lire simplement le titre. Et donc j'en ai lu, pas tout, mais quelques passages quand même assez importants, un livre qui s'appelle Différence et répétition, de Gilles Deleuze. Évidemment, vous entendez bien en quoi ça pourrait résonner avec ce dont je parle et surtout avec l'œuvre de Hong Sang-soo. Donc je vais vous montrer une première citation de Gilles Deleuze dans ce livre où il dit la chose suivante: la répétition est vraiment ce qui se déguise en se constituant, ce qui ne se constitue qu'en se déguisant. Les masques ne recouvrent rien, sauf d'autres masques. Il n'y a pas de premier terme répété. Par le symbole, le simulacre est la lettre de la répétition même. C'est-à-dire, au fond, moi, ce que j'entends dans cette phrase, dans cet extrait de Deleuze, et quand je le rapproche du travail de Hong Sang-soo, c'est qu'il n'y a pas de vérité première, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de vérité dernière non plus. Tout est en partie simulacre, tout est masque, c'est ce que dit Deleuze, mais cette succession de masques, si on peut dire, ou de récits fictionnels qui nous est proposée par Hong Sang-soo, vient nourrir notre quête inépuisée de sens. Elle est en quelque sorte son carburant, sans pour autant, je le répète, que ça se résolve à la fin. Voilà, donc on commence un petit peu à dessiner l'expérience à laquelle nous soumet Hong Sang-soo, qui est une expérience que moi j'ai eu beaucoup de mal à définir, à décrire, ce qui est en général plutôt bon signe quant à la qualité des cinéastes. En tout cas, pour moi, c'est un jugement. Et donc, on va quand même essayer de le faire. Deuxième cas, là, vous aurez droit à un extrait. Je ne vais quand même pas vous laisser sur votre faim. C'est le troisième film de Hong Sang-soo qui s'appelle « La Vierge mise à nu par ses prétendants ». Enfin, je ne sais pas si je les donne dans l'ordre. D'ailleurs, je m'aperçois que les dates ne collent pas du tout. Je vous dis que c'est le troisième, mais il a été fait en 2000, donc j'ai dû m'en mêler. Mais c'est pas grave. Donc, ce film va raconter deux fois la même histoire. Cette fois-ci, non pas deux expériences différentes, mais deux fois la même histoire, découpée en séquences numérotées. Mais c'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a des petites variantes, il y a des différences. Et donc, évidemment, notre cerveau est stimulé à la fois en essayant de mémoriser ce qui se passe, en essayant de nous rappeler ce qui s'est passé avant, ce qui est pareil, ce qui n'est pas pareil, et qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire. Donc, je vous en raconte juste un exemple avant qu'on voit l'extrait 3 et 4. Il y a un moment, par exemple, où il y a un réalisateur qui se fait engueuler très violemment, parce que la colère monte souvent très vite chez Hong Sang-soo, et donc il se fait engueuler très violemment par un chauffeur qui lui dit que c'est un fils à papa, qui l'a fait venir tôt le matin pour rien, que c'est scandaleux. Et donc le réalisateur va se courber un nombre infini de fois en s'excusant à l'infini, et finalement le chauffeur va se calmer. Ça, c'est la première version. Et dans la deuxième version, on n'a pas l'origine de l'engueulade, on voit juste surgir le chauffeur dans le bureau du réalisateur. Évidemment, on fait le rapprochement, puisqu'on a vu déjà une première version. Il arrive, il l'engueule et lui fout des baffes, voilà, directement. Et débrouillez-vous avec ça, quoi. Donc, deux versions d'une même situation, l'une qui se termine un peu mieux pour le réalisateur, l'autre beaucoup plus mal. Et alors, ça, c'est une situation que je viens de décrire, qui est une situation relativement paroxystique,
même si les paroxysmes chez Aung San Suu sont à la fois multiples, délimités et laissent la place à d'autres moments d'une intensité très différente. On peut pas dire que le paroxysme, le climax soient des termes qui correspondent bien à son cinéma. Alors du coup, j'ai pris exprès dans ces clips 3 et 4 qu'on va voir, donc extrait de La Vierge mise à nu par ses prétendants, une séquence tout à fait banale, qui se situe dans un parc où la jeune femme, donc la Vierge en question, qui est courtisée à la fois par le jeune homme qu'on va voir dans l'extrait et par le réalisateur, tous deux essayant de la déflorer, mais l'un des deux seuls y parviendra, ce qui est assez logique, biologiquement. On va voir donc une séquence qui se trouve dans un parc où elle participe à un tournage, puisqu'elle est à la fois script et monteuse, et donc travaillant pour ce réalisateur. Et elle va croiser par hasard ce jeune homme dont elle a fait la connaissance peu de temps avant. Donc on va voir les deux versions qui, bien entendu, dans le film, ne sont pas montées côte à côte, puisqu'on raconte une première histoire et une deuxième. Donc là, vous allez les voir l'une après l'autre, avec un fondu au noir entre chacune, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un montage tel qu'il serait présenté dans le film. Voilà, donc je vous propose de regarder ces deux extraits côte à côte. 그 장갑 잠깐만요. 장갑이요? 이거 정말 내 장갑 맞네요. 이걸 어떻게 갖고 계세요? 이게 선생님 장갑이었어요? 저기 벤치에서 주웠는데. 아, 찾으러 온 거거든요. 못 찾을 줄 알았는데 점심 먹으러 왔다가 잃어버린 거거든요. 벤치에 있었구나. 잘 됐네요. 이걸 어떻게 수정 씨가 찾아서 가지고 올 수가 있죠? 제 이름 기억하시네요. 그럼요. 저 혹시 제 이름은 기억하세요? 그럼요. 저 기억력 좋아요. 예, 저도 기억력은 좋습니다. 저 영수형 안녕하세요. 수정 씨가 어떻게 웬일이세요? 이름을 기억하시네요. 저 여기 촬영하러 왔어요. 아, 바로 앞이라 여기 자주 오시나 봐요. 왜 전에도 말씀드렸는데 전 여기서 거의 매일 점심하거든요. 저 혹시 이거 선생님 거 아니에요? 잠깐만요. 정말 맞아요? 어머, 너무 신기하다. 저기 벤치에서 주웠거든요. 근데 혹시 선생님께 아닌가 했는데. 정말 어떻게 정말 선생님 거 맞죠? 예. 너무 웃긴다. Voilà, alors donc cette affaire de Gand n'est quand même pas l'affaire du siècle, et en même temps, Aung San Suu en fait quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire, et là je crois qu'on est vraiment au cœur de son système, c'est-à-dire que rien que par rapport à cette situation, on commence à gamberger, c'est-à-dire on se dit, alors déjà en voyant la première version, hein, c'est-à-dire comment se fait-il, pourquoi cette coïncidence et quel effet elle produit sur les personnages, et c'est encore plus frappant dans la deuxième. Donc la première, vous avez vu, commence avec l'histoire de l'homme qui croise la femme, et la deuxième commence avec l'histoire de la femme qui croise l'homme, mais en même temps ça ne se passe pas exactement de la même manière, ils ne se disent pas exactement les mêmes choses, et évidemment le spectateur s'amuse au jeu de correspondance. Et il y avait des choses du coup très amusantes. Par exemple, dans la première version, si on peut dire, la jeune femme est très flattée, dans la deuxième aussi d'ailleurs, qu'il se rappelle son prénom.
Mais dans la première, l'homme dit vous aussi, vous vous rappelez de mon prénom? Elle dit oui, oui, je me rappelle de votre prénom. Mais elle ne dit pas son prénom. Donc, si ça se trouve, elle ne s'en rappelle pas. On ne le saura jamais. Il y a toujours comme ça des ambiguïtés. Et je pointe cette question de la mémoire parce qu'on verra tout à l'heure que la question de la mémoire et de l'oubli sont des questions tout à fait centrales chez Aung San Suu. Bon, j'avance un peu. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est évidemment la manière dont, à travers ces différentes hypothèses qui ne raccordent pas, eh bien, on est au fond, c'est ce que j'essaierai un petit peu de démontrer, au cœur de ce que j'appellerais la dimension métaphysique du cinéma de Hong, c'est-à-dire une sorte de confrontation à des expériences qui varient, sans pour autant que la vérité soit saisie. Elle demeure insaisissable, tant pour les personnages que dans leur déroulé, donc trouver des événements qui se produisent, qui ne s'expliquent pas, comme trouver une paire de gants, par exemple, et croiser la personne à qui ils appartiennent juste après, et insaisissable également pour le spectateur, et dans le récit des personnages, et dans la démultiplication des versions. Alors Jacques Aumont avait cité de manière tout à fait pertinente dans un des textes justement de l'ouvrage dont parlait tout à l'heure Muriel Dreyfus, une phrase de Clément Rosset où il dit la chose suivante, donc tout ce qui arrive est de toute façon idiot, entre guillemets, car il faut entendre le terme en toutes ses acceptions, stupide, sans raison, comme l'est l'infinité des possibles, mais aussi simple, unique, comme l'est la totalité du réel. Pourtant, je ferai une petite différence entre Clément Rosset et Aung San Suu, dans la mesure où il y a chez Aung San Suu quelque chose qui à la fois constate, on pourrait dire, l'idiotie, entre guillemets, du réel, cette incapacité que nous avons à comprendre le sens des événements, y compris les micro-événements qui se produisent, et en même temps l'empathie qui demeure dans les films de Aung San Suu avec les personnages. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas, parfois trouvent des réponses stupides ou superficielles, ou se contredisent, ou oublient, mais il est quand même toujours de leur côté. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose, au fond, de plus important dans le cinéma de Aung San Suu que la quête de sens, ou en tout cas son résultat, qui serait le simple fait, au fond, de s'y livrer. Voilà. Donc ça, on reviendra sur cette question aussi. Par exemple, toujours dans le même film, à un moment, il y a une discussion où ils sont sous dans un resto, et puis il y a le jeune homme qu'on vient de voir qui dit à la femme, il lui pose une question tout à fait bizarre, il lui dit « Quel est ton sang ?» Donc elle le regarde, comprenant pas la question, et donc le réalisateur, qui est encore plus sous que lui explique en riant, croyant comprendre, mais peut-être qu'il n'a pas compris du tout d'ailleurs, il lui dit « Quel est ton groupe sanguin ?» Donc elle le regarde, elle lui dit « Je suis du groupe B. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'immédiatement, elle attend de la question que lui pose le jeune homme une explication, une interprétation qui pourrait donner de son groupe sanguin, qui lui permettrait donc de mieux se connaître. Au fond, ce qui est en jeu là, c'est quelque chose que nous connaissons tous, mais que parfois on refoule ou qu'on préfère oublier, qui sont nos petites ou nos grandes superstitions, et qui fait que quand on est par exemple dans la salle d'attente du médecin, on jette un coup d'œil discret sur les horoscopes et on va regarder son signe pour savoir au cas où ce qui va nous arriver demain, tout en évidemment en expliquant qu'on n'y croit absolument pas et que tout ça c'est de la rigolade. Donc, comme quoi donc la question de la croyance dans d'infiniment petits signes est quelque chose qui nous parle. Par exemple, j'aime beaucoup dans cette séquence la question de la coïncidence. On voit dans la deuxième version plus nettement que le fait qu'elle ait trouvé les gants, que ces gants soient ceux de cet homme et que lui ait demandé directement, ce qui est effectivement statistiquement très improbable, a pour elle un sens qui la met en joie. Et évidemment, on comprend derrière ça, on croit comprendre en tout cas, que ce qui la met en joie, c'est que ça serait ces signes qui fait que quand on tombe amoureux de quelqu'un, tout ce qui pourrait, comment dirais-je, donner l'impression qu'on a les mêmes idées sur les mêmes choses, les mêmes impressions sur les mêmes événements, nous met dans un état d'euphorie totale, même s'il s'agit de choses tout à fait banales. On en verra des exemples tout à l'heure. Et donc, c'est un peu ça qui se passe à ce moment-là, et je trouve très beau, c'est-à-dire comment, à partir d'un élément insignifiant, quelque chose se déclenche, un processus se déclenche que nous reconnaissons. Il y a un autre moment dans le film très amusant aussi, à la fin. Donc, à un moment du film, plutôt au début, il confie, geste assez mystérieux, 2 poissons rouges dans une bassine à une femme avec qui il travaille. Et puis, il lui demande de s'en occuper. Et à la fin du film,
la femme lui dit que la bassine se trouve au grenier et qu'il ne reste plus qu'un poisson rouge à la place de 2. On ne sait pas pourquoi, il n'en reste plus qu'un. L'homme va dans le grenier, regarde dans la bassine et nous voyons un plan en plongée avec le poisson rouge tout seul. Ce qui pourrait être, si vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, le signe au fond que de 2 à 1, au fond, ça serait la mise en scène, ça serait la symbolique de la mise en scène de la rupture amoureuse. Ils sont passés de 2 à 1, donc le poisson rouge tout seul, malheureux, dans sa bassine, serait la métaphore de ça. Donc ça serait un magnifique plan de fin pour beaucoup de cinéastes. Mais Hong Sang-soo, il est plus malin que ça. Il revient, pour le dernier plan, sur l'homme en train de regarder le poisson rouge. C'est-à-dire que ce n'est pas le poisson rouge qui fait sens, c'est ce qui va se passer dans la tête de cet homme en regardant le poisson rouge, et que nous devons essayer de deviner. C'est-à-dire, est-ce qu'il voit ce que nous avons cru voir, ce que moi, en tout cas, j'ai cru voir, la solitude existentielle du poisson rouge dans sa bassine, ou est-ce qu'il pense à toute autre chose? On ne le saura pas. Voilà. Et vous voyez, donc c'est dans ce jeu-là, au fond, que se situe un système finalement extrêmement complexe sous une apparence de simplicité, donc le système donc, de Hong Sang-soo. Il y a dans La Vierge mise à nu par ses prétendants, le film dont on vient de voir un extrait, un moment, ce jeune homme, à un moment quand même important, où il est censé justement déflorer cette jeune fille, il va faire un lapsus, c'est-à-dire qu'il va l'appeler par un autre prénom de femme. Donc ça va la mettre en fureur, elle va sortir du lit, et donc les trains s'arrêtent là. Et vous savez qu'on a coutume de dire lapsus révélateur dans on va dire, ce lieu commun issu de la pensée freudienne, disons simplifiée. Et là, justement, le lapsus n'est révélateur de rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il a bien fait un lapsus, il est incapable de dire pourquoi, on ne sait pas d'ailleurs à quelle femme il se réfère, et on nous laisse comme ça en plan avec ce signe qui sûrement fait sens, mais que personne ne décrypte, ni les personnages, ni le spectateur. Alors, cette question de la répétition, donc, comme on l'a vu là dans l'extrait que je viens de vous montrer, on va la retrouver dans de multiples films, notamment dans un film que justement vous pourrez voir tout à l'heure, qui s'appelle Un jour avec, un jour sans, de 2015, dans lequel il va raconter 2 fois, entre guillemets, la même histoire, mais qui ne se passera pas pareil, d'un réalisateur qui vient présenter un film dans une ville et qui va rencontrer une jeune femme peintre, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais ils vont se séparer à la fin. Et il ne se passera rien entre eux. Et dans cette... enfin, il ne se passera rien physiquement, je vais dire. Et donc, là, c'est pareil, on a des effets comme ça de répétition de séquences, mais sur des modes très différents. Il y a une séquence chez les amis où, au cours de la conversation, il va dire, alors qu'il a fait des grandes déclarations d'amour à la jeune femme juste avant dans un café, il va dire dans le courant de la conversation qu'il est marié et qu'il a un enfant. Et donc on va voir la jeune femme se décomposer et finalement aller dormir dans la pièce d'à côté. Et dans la deuxième version, il lui a déjà dit qu'il était marié. Il lui dit « j'aimerais t'épouser, mais je ne peux pas parce que je suis déjà marié ». Et dans cette séquence chez les amis, elle va quand même aller dormir à côté. Lui va faire une espèce de striptease devant les jeunes femmes, donc quelque chose de beaucoup plus burlesque et différent de la première version, sans que là encore, l'une prenne le pas sur l'autre. Donc c'est à la fois répétition et variation qui donne l'impression qu'il n'y a pas une vérité, mais les personnages eux-mêmes semblent constamment en quête d'une vérité à travers les rencontres qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que une rencontre, un jugement, comme c'est le cas dans ce film, donc Un jour avec, un jour sans, un jugement sur le film qu'il vient de faire, par exemple, un jugement sur les peintures que cette jeune femme fait, prend une importance considérable dans la mesure où ces personnages semblent constamment prisonniers du présent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits dans une histoire, ils ne relativisent pas les événements. Toute rencontre est un commencement et une remise en question de tout ce qu'il y a eu avant, qu'on occulte, qu'on efface, dont on ne veut plus entendre parler, donc cet oubli dont je parlais tout à l'heure, et qui évidemment nous dit quelque chose de ces personnages, de leur rapport au temps et de leur désinscription aussi, on pourrait dire, dans l'espace commun, chose sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.
Alors, cet exemple de répétition, variation, donc dans un jour avec, un jour sans, il va prendre justement une forme à un moment que j'évoquais là à propos de, vous savez, ces coïncidences qui mettent en joie quand on est amoureux. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Donc dans les deux séquences, les deux versions, il y a cet événement qui n'en est pas un, c'est-à-dire qu'il discute donc le réalisateur avec la jeune femme au bar, et à un moment la jeune femme lui dit, moi quand j'ai commencé à dessiner très jeune, dès qu'on me donnait des crayons de couleur, je dessinais, etc. Et le réalisateur lui dit, ah, moi aussi, donnez-moi une boîte de crayons et un papier et j'oublie tout le reste. Et alors là, d'un seul coup, la femme est aux anges. Ah oui, vous aussi. Donc voilà, on a ça en commun, donc c'est magnifique. On a les deux versions, mais on a quand même un doute entre ce que chacun en fait. C'est-à-dire que la femme a l'air de prendre ça en toute candeur, et l'homme, on se demande si c'est pas une stratégie de drague, en fait. C'est-à-dire que s'il dit pas que moi aussi, il m'arrive la même chose, simplement parce qu'il sait que ça va lui plaire. On a un doute, voilà, on a un doute, et ce doute ne sera pas résolu. Et on a d'autant plus un doute si on a vu un autre film dont je vous montrerai un extrait tout à l'heure, qui s'appelle The Day He Arrives, parce que dans ce film, il y a un comédien qui explique sa stratégie de drague avec les femmes. Il dit, au fond, quand vous rencontrez une femme et qui vous demande, bah, essayez de... Selon vous, qui suis-je au fond, puisque c'est quand même la grande question de tous les personnages de chez Hong Sang-soo, vous lui dites, vous avez l'air d'être ceci, mais en fait vous êtes cela. Et à chaque fois ça marche. Et par exemple, et donc alors la jeune femme qui assiste à la conversation dit, ben moi, alors qu'est-ce que vous me diriez? Ben, je vous dirais, je le cite de mémoire, hein, mais vous êtes une femme apparemment posée, mais en fait vous êtes très émotive. Et là, elle entre en transe, elle dit, mais oui, c'est tout à fait moi. Et donc, évidemment, les types se marrent parce qu'ils sont complices dans leur stratagème. Et donc, il y a cette idée, au fond, que dans la coïncidence, il y a parfois aussi de la stratégie, du calcul, de la manipulation. Et donc, on le voit, ça devient quelque chose de beaucoup plus compliqué, ce qui, pour autant, ne fait jamais des personnages de Hong Sang-soo des cyniques. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un enjeu. C'est-à-dire que dans la rencontre, il y a toujours ce que j'expliquais tout de suite, cette idée, au fond, que dans un monde où, au fond, on n'aurait plus de croyances, plus de foi, plus de sentiment d'appartenance ou d'idéologie, dans ce monde sans mémoire, dont la Corée du Sud est, au fond, une sorte de métaphore ou de paradigme, on pourrait presque dire, eh bien, toute rencontre, toute opinion émise par quelqu'un qui compte pour vous et pourrait être un séisme, est une remise en question. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement émouvant chez les personnages de Hong Sang-soo, évidemment, qui nous parlent, c'est qu'au fond, ils n'élaborent pas, ils ne construisent pas, ils remettent toujours les compteurs à zéro, et à chaque fois, ils recommencent, on pourrait dire, la même histoire. Et là, on commence à entendre un peu quelque chose, c'est au fond que la répétition des choses chez les personnages est quelque chose qu'on pourrait appeler à la fois de névrotique, mais qui est aussi un moyen de résister. Un moyen de résister à une sorte d'ordre du monde qui serait extrêmement normatif, et on essayerait toujours d'y échapper en tentant de nouvelles expériences. Et là encore, Deleuze vient à mon secours dans son ouvrage à travers différents éléments qui disent sur la répétition que je voudrais lire avec vous. Premier extrait, donc, à tous égards, la répétition, c'est la transgression. Elle met en question la loi, elle dénonce le caractère nominal ou général au profit d'une réalité plus profonde et plus artiste. On verra tout à l'heure une citation d'Hong Sang-soo où il dit d'une autre manière quasiment la même chose. Donc il y aurait de la transgression dans la répétition, quelque chose de subversif qui déréglerait l'ordre des choses et on pourrait le dire pour nous spectateurs, l'ordre de notre attente du récit narratif selon une continuité à laquelle nous avons été habitués et qui correspond évidemment à des schémas mentaux communs. Deuxième extrait donc, de ce livre, la répétition appartient à l'humour et l'ironie. Elle est par nature transgression, exception, manifestant toujours une singularité contre les particuliers soumis à la loi, un universel contre les généralités qui font la loi. Voilà. Il y aurait quelque chose donc, qui dépasserait la loi, qui même la transgresserait, par notamment l'humour, l'ironie. Et on le voit bien, je pense, dans les deux séquences côte à côte que j'ai mises juste avant, qu'on a vu, qu'il y a bien dans cet effet de répétition quelque chose de profondément ironique, ironique à la fois vis-à-vis des personnages, mais ironique vis-à-vis du récit lui-même, qui en quelque sorte se moquerait presque de son propre système. Troisième citation sur la question de la répétition que je voulais aussi vous dire, et dont vous allez voir qu'elle fait écho à ce que j'évoquais à propos des personnages
et notamment de la Corée du Sud. Notre vie moderne, mais pas que de la Corée du Sud, vous allez voir, notre vie moderne est telle que nous trouvant devant les répétitions les plus mécaniques, les plus stéréotypées, hors de nous et en nous, nous ne cessons d'en extraire de petites différences, variantes et modifications. Voilà. C'est ce que font constamment les personnages de Hong Sang-soo. Ils cherchent la singularité dans leur normalité, dans la banalité de leur existence. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de résistance. La répétition de même situation est une manière de s'échapper, en quelque sorte, du destin dans lequel on est enfermé, et un destin qui est un destin spécifique de l'époque à laquelle se passent les films de Hong Sang-soo, c'est-à-dire aujourd'hui, et qui n'est pas l'apanage de la Corée, qui est effectivement un monde où, au fond, nous sommes pris dans des codes extrêmement normatifs, où, sous couvert de vanter la singularité de chacun, évidemment, on nous enferme dans des codes qui sont répétitifs et communs. Et donc, c'est cette singularité des personnages, leur tentative, en tout cas, à laquelle Hong Sang-soo s'intéresse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il se détachait, je ne trouve plus le mot, qu'il était différent de Clément Rosset, parce que je trouve qu'il défend les personnages dans leur vaine quête, en quelque sorte. Alors, je voudrais vous montrer un troisième exemple, enfin un deuxième extrait, je ne sais plus combien d'exemples, mais un troisième cas de répétition, voilà, où cette fois-ci, deux histoires se ressemblent et s'entrecroisent. Ça, c'est dans un film qui s'appelle Les Amours d'Oki de 2010, film construit très bizarrement, puisqu'il est construit à rebours. On commence par un certain état d'une relation amoureuse entre un étudiant et une étudiante, avec un prof en toile de fond, qui pourrait être un rival, et puis on va remonter jusqu'à la rencontre, et on va s'apercevoir que cette jeune femme a eu une liaison avec le prof avant d'avoir eu une liaison avec l'étudiant. Et donc, je vais vous montrer alors, le film est découpé aussi en courts-métrages qui sont soi-disant réalisés par différentes personnes. Évidemment, c'est un film de Hong Sang-soo. Et à chaque fois, il y a un générique, un titre et une petite musique qui est Pomp and Circumstances, qui est un hymne anglais. Et... mais on sent qu'il y a de légitimation de cet air, sinon la ritournelle, qui est une question sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, dans Les Amours d'Oki, on va voir le dernier épisode et on va voir comment le jeu des répétitions et des entrecroisements va se dérouler d'une manière singulière. Voilà, donc si on peut regarder l'extrait 1A, 1B que j'ai regroupé. Merci. 아차산에 갔던 두 번의 경험을 모아봤습니다. 둘 다 눈 쌓인 시절이었고 하루는 12월 31일이었고 또 하루는 1년이 지나고 다음에 1월 1일이었습니다. 12월 31일에는 나이 든 분과 가볍게 산책하는 마음으로 갔었고 1월 1일에는 젊은 남자와 신년 기분을 내려고 간 거였습니다. 같은 길을 다른 남자와 다시 걷게 됐을 때 느꼈던 죄책감과 가벼운 흥분이 저로 하여금 이 영화를 만들게 했습니다. 두 경험을 나란히 붙여놓고 보고 싶었습니다. 우선 나이 든 분은 SM5를 몰고 오셨습니다. 그분이 주차장에 내려서 주차권을 끊을 때 전 차 근처에 머물렀습니다. 그분이 유부남이라서 그랬을 겁니다. 젊은 남자는 코란도를 몰고 왔는데 그땐 같이 주차권을 끊으러 갔습니다. 알겠습니다. 비싸네. 좀 봤는데? 근데 너 차 생기니까 좋다. 나도 좋아. 이제 너랑 어디든지 갈 수 있다. 잘 만들었네. 귀엽다. 나이 든 분과 입구에서 사슴 모형들을 보고 잠시 감탄을 했었습니다. 젊은 남자와는 잘 보지도 않고 지나쳤습니다. 나이 든 분은 막걸리를 잘 마셔서 멀쩡하게 내려오셨고 말다툼을 해서 기분이 나빴지만 그분을 정말 사랑한다는 것을 느끼며 내려왔습니다. 젊은 남자와는 어쩔 수 없는 거리감을 느꼈습니다. 언젠가 헤어질 거라는 느낌을 받으며 내려왔습니다. 나이 든 분은 내려오면서 화장실을 가지 않았고 젊은 남자는 화장실을 갔어야 했습니다. 저는 두 번 다 화장실을 갔습니다.
화장실을 갔다가 먼저 나와 기다리는데 누군가가 저를 쳐다보고 있었습니다. 나이 든 분이 멀리서 절 쳐다보고 있었습니다. 저는 화장실에서 곧 나올 젊은 남자를 기다리며 흥분을 자제하고 계속 나이 든 분을 쳐다보았습니다. 그분은 젊은 남자가 나오는 것을 보고 곧 등을 돌려 내려가셨습니다. 나왔어? 이게 많이 그랬지. 잠깐만. 그분은 정말로 1월 1일에 아차산으로 오신 겁니다. Alors voilà un autre exemple donc, de répétition où cette fois c'est donc à l'intérieur même d'un fragment de récit que les choses se dédoublent et vous avez vu d'une manière qui est quand même très très singulière puisque on va nous décrire une série d'événements sans aucune hiérarchisation de ces événements en s'intéressant à des détails a priori non signifiants ou peu signifiants. Comme le fait d'aller payer au parking ou pas, le fait d'aller aux toilettes ou pas, de commenter une statuette d'une biche ou de ne pas la commenter. Et au fond, tous ces éléments, nous allons les guetter pour essayer d'y voir du sens. Répétition donc difficile à interpréter, mais aussi qui révèle pour nous, ça fait partie de notre petite jubilation à voir le film, des écarts qui révèlent parfois des mensonges. Par exemple, la jeune femme disant au jeune homme qu'elle n'est jamais venue là, alors que nous l'avons prise en flagrant délit d'être venue avec le monsieur plus âgé. Mais aussi la répétition permettant de vérifier ce qu'il sera fait des promesses. Et donc de remettre en jeu cette question de la mémoire et de l'oubli. Puisque donc l'homme âgé se souviendra de cette promesse qu'ils se sont faite, et la jeune femme ne s'en souviendra pas, sinon en regardant sa montre au pied de l'arbre et en paniquant et en se demandant si l'homme ne va pas apparaître. Et donc, là encore, le film ne tranche pas en donnant raison à l'un ou à l'autre, mais il montre comment chaque être, chaque personnage se débrouille au fond avec sa mémoire, avec son oubli et ce qu'il en fait. Et nous-mêmes, en quelque sorte, comme spectateurs, nous sommes soumis à ce jeu. Alors, je vais vous montrer une autre citation de Deleuze qui, justement, aborde cette question de l'oubli, qui est une question tout à fait importante à laquelle les personnages sont soumis, mais aussi le spectateur dans les films de Hong Sang-soo. Voilà ce que dit Deleuze. Donc, c'est pas là que la répétition est la pensée de l'avenir. Elle s'oppose à la catégorie antique de la réminiscence, donc cette idée qu'il y aurait une origine et un souvenir de l'origine, et à la catégorie moderne de l'habitus, c'est-à-dire la simple répétition. C'est dans la répétition, c'est par la répétition que l'oubli devient une puissance positive et l'inconscient un inconscient supérieur positif, par exemple l'oubli comme force faite partie intégrante de l'expérience vécue de l'éternel retour. Référence donc à Nietzsche. Ce qu'il faut entendre là, en tout cas moi ce que je comprends, c'est que la question de l'oubli, et notamment dans le cinéma de Hong Sang-soo, ne concerne pas que les personnages. Elle nous concerne aussi en tant que spectateurs, dans la mesure où nous allons être confrontés à la perte de souvenirs de l'ensemble des détails, le doute, et à la sortie du film, au fait que parfois on mélangera les deux versions, on ne saura plus laquelle était laquelle, et au fond comment tout ça s'est terminé. Et c'est bien donc l'idée qu'il s'agirait de dérégler, au fond, le temps dans ce que notre mémoire ne serait pas du tout une expérience chronologique du temps et que même notre rapport au temps en général ne serait pas du tout chronologique sur un plan mental. Alors, Hong Sang-soo a dit, dans un entretien qu'il avait fait dans les Cahiers du cinéma, des choses sur ce sujet que je trouve intéressantes. Voilà ce que dit Hong Sang-soo. Il parle d'un film qui s'appelle Le jour d'après, dans lequel le personnage, dans la dernière séquence, retrouve... C'est un éditeur, et il retrouve une employée qu'il a virée au bout d'une journée, qui vient lui rendre visite pour le féliciter parce qu'il vient d'avoir un prix.
Et elle a été virée au bout d'une journée parce qu'il s'est produit un psychodrame. Sa femme a déboulé la prise pour la maîtresse de son mari, qui était en fait l'ancienne employée et qui n'était plus là. Il va retrouver le soir sa maîtresse alors qu'il est en train de dîner avec la nouvelle employée. Enfin, on rentre dans un système comme ça où on ne sait plus très bien si on est dans le rêve et la réalité. Et puis arrive cette partie finale où la jeune fille revient et l'homme ne la reconnaît pas. Donc, il lui repose les mêmes questions que la première fois qu'il l'a rencontré. Puis, au bout d'un moment, elle lui dit « Mais vous ne me reconnaissez pas ?» Puis, il dit « Ah, mais si, finalement. » Et là, il se rappelle. Et voilà ce que dit Hong Sang-soo de ce film. Il y a une partie très réaliste dans laquelle on croit que tout ce qui arrive, une autre... Excusez-moi, je passe un texte à l'autre, donc ça ne marche pas. Il y a une partie très réaliste dans laquelle on croit tout ce qui arrive, une autre dans laquelle le fait que les choses adviennent vraiment ou pas, ça n'a plus vraiment d'importance. Grâce à ces deux corps distincts du film, l'homme ne se souvient de rien. Au moins pendant quelques instants, tout est oublié. J'espère que cette ambiguïté liée au flux temporel du film est validée par cette dernière séquence. C'est-à-dire qu'au fond, le film commencerait par un rapport au temps très réaliste, peu à peu embrouillerait en quelque sorte le spectateur, ce dont l'oubli du personnage à la fin serait en quelque sorte la démonstration incarnée. Et d'ailleurs, Hong Sang-soo, à propos de ce film, insiste sur les différentes temporalités qui se mêlent à l'intérieur du récit. On le voit bien, donc, il s'agit pour Hong Sang-soo, dans ces jeux de répétition, ces jeux d'oubli, pas simplement de travailler l'oubli sous l'angle, par exemple, du refoulement, ce qu'a pu définir Freud dans sa première période, où il évoquait comment des patients pouvaient oublier des événements qui se manifestaient autrement. Mais ce n'est pas du tout cette conception-là de l'oubli que va proposer Hong Sang-soo, ni d'ailleurs Deleuze. C'est une conception de l'oubli qui peut parfois être positive, parce que parfois oublier, c'est ce qui permet de recommencer, c'est ce qui permet de survivre, c'est ce qui permet de dépasser les événements. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est comment nous-mêmes sommes soumis à ce jeu. Alors, si je reviens à l'extrait des Amours d'Oki, je voudrais juste revenir sur le texte de la fin que je trouve très beau, qu'elle dit, la jeune femme, donc, qui est censée être la réalisatrice de ce dernier épisode. Elle dit « Les événements de ma vie s'enchaînent, mais je n'en saisis pas toujours le sens. Je voulais mettre ces deux images côte à côte, donc celle avec le professeur, celle avec l'étudiant. J'ai choisi deux acteurs qui ressemblaient aux deux hommes avec lesquels j'ai eu ces histoires, mais il se pourrait que les limites de cette ressemblance atténuent l'effet de ces deux images juxtaposées. » Au fond, ce que dit cette femme, c'est qu'elle a essayé par le montage, par le cinéma, en rapprochant ces deux histoires, de comprendre le sens de son existence, le sens de son désir, dont on voit bien qu'il est fluctuant, pas simplement parce qu'il passe de l'un à l'autre, mais parce que quand elle est avec le jeune et qu'elle voit l'homme plus âgé, elle semble prise d'un doute. Enfin bref, que tout n'est pas dans l'avant et dans l'après, dans les sentiments, et ça nous le savons déjà. Et donc, qu'au fond, le cinéma, le film, lui permettrait de mieux comprendre. Et ce qu'elle dit à la fin, c'est qu'au fond, elle n'est pas sûre d'y être parvenue. Et alors, évidemment, c'est pas la parole du cinéaste Hong Sang-soo qui est dite là, mais évidemment, ça fait écho au travail que fait Hong Sang-soo, c'est-à-dire pourquoi il fait des films. D'ailleurs, il le dit lui-même dans une phrase d'un entretien cité par Catherine Armakoff, où il dit la chose suivante: « Un film est bon pour moi s'il m'apporte de nouvelles sensations et s'il modifie ma manière de penser. » Donc, l'expérience du film, c'est une recherche, au fond, une recherche intérieure du cinéaste. La question que je me suis posée, c'est quelle recherche est celle du spectateur quand il va voir un film, ou le lecteur quand il lit un roman. Alors, Paul Ricoeur a proposé des solutions à ce sujet dans un ouvrage qui s'appelle Temps et récit, que je cite souvent à mes étudiants parce que je trouve très intéressant. Voilà ce que dit Ricoeur: « Je vois dans les intrigues que nous inventons le moyen privilégié par lequel nous reconfigurons notre expérience temporelle, confuse, informe et à la limite muette. C'est dans la capacité de la fiction à refigurer cette expérience temporelle en proie aux apories de la spéculation philosophique que réside la fonction référentielle de l'intrigue. Nous nous racontons des histoires pour, au fond, essayer de trouver un sens à ce qui n'en a pas ou à ce que la pensée rationnelle ne permet pas de trouver. » Voilà à quoi sert la fiction. Ce qui ne veut pas dire qu'elle donne la solution, mais ça veut dire qu'elle permet de supporter cette absence de sens. Un peu plus loin, donc dans le livre, ou un peu avant plutôt d'ailleurs, voilà ce qu'il dit à propos de l'intrigue. Elle prend ensemble et intègre dans une histoire entière et complète les événements multiples et dispersés, et ainsi schématise la signification intelligible qui s'attache au récit pris comme tout. Ce qu'on voit chez Hong Sang-soo, c'est qu'effectivement,
l'intrigue sert à ça, sauf que l'intrigue, elle, ne résout beaucoup moins que dans, on pourrait dire, l'intrigue classique, la catharsis aristotélicienne, dont il reste un écho chez Aung San Suu, car d'une certaine manière, dans la mesure où nous nous retrouvons dans le chaos des personnages, leurs errements, eh bien, il y a bien quelque chose qui nous fait vibrer dans ces films. Et pour autant, cette catharsis, on peut dire qu'elle a un peu du plomb dans l'aile, puisque elle est chaotique, elle ne résout pas, et donc on voit bien qu'il y a une manière de réinterroger la fonction du récit, de l'intrigue, à travers l'œuvre d'Aung San Suu. C'est ce qu'il nous propose, en tout cas, à travers d'autres formes, de réinterroger ce que nous attendons de la fiction, du récit. Alors, le quatrième exemple de ces jeux de répétition, je vais le passer rapidement, c'est dans The Day He Arrives, où on a parfois 2 fois la répétition de la même séquence, mais un peu différente. Ils vont 2 fois dans un bar qui s'appelle Le Roman, ce qui est déjà tout un programme, et à chaque fois, la patronne arrive en retard d'une manière tout à fait inexpliquée. Et d'autres situations vont se répéter, comme le fait, par exemple, qu'à un moment, il va embrasser cette patronne qui l'attire et qui est attirée par lui, en allant chercher de la nourriture. Il l'embrasse comme ça, assez brutalement. Et puis, la deuxième fois qu'il retourne dans le bar, il fait la même chose. Mais en fait, ils avaient oublié tous les deux qu'ils avaient déjà fait cette chose, parce qu'en fait, ils étaient très saouls la première fois où ils l'ont fait, et donc ils s'en souviennent pas. Et donc, vous voyez, il y a cette idée que, évidemment, nous, on s'en souvient, et donc on s'amuse de cet oubli et de cette répétition qui traduit quelque chose de très humain, au fond, dans ces personnages, dans cette sensation de la première fois qui n'en est pas une, et qui, en même temps, a besoin d'oublier pour pouvoir recommencer. Voilà. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui nous parle. Alors, dernier exemple de répétition, dans The Day He Arrives toujours, mais là, qui est plus basé sur le casting, on pourrait dire, qui est le fait qu'Aung San Suu, on ne le repère pas toujours, d'ailleurs, va utiliser la même comédienne pour jouer l'ex-petite copine qu'il va voir au début du film et la patronne du bar avec qui il va avoir une aventure. Alors, si on le repère, ça, que c'est la même actrice, on peut se dire, ça a un sens. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que, au fond, ce type cherche toujours le même type de femme et donc il va toujours chercher la même apparence? Voilà, c'est une réponse possible, mais que le film ne donne pas. Donc, une fois de plus, il y a une suggestion d'une métaphore possible, d'un sens possible, mais qui reste en suspens. Voilà, j'en ai encore un ou deux, cas de répétition de récit, puis après j'évoquerai d'autres choses. Répétition du même personnage, pour ceux qui ont vu le film juste avant, Yourself and Yours, vous avez vu qu'une jeune femme explique tranquillement qu'elle n'est plus la même, qu'elle est la sœur jumelle d'elle-même aux gens qui l'entourent, et notamment à son compagnon. Et curieusement, son compagnon va accepter qu'elle dise qu'elle est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il y a là une sorte de jeu trouble qui s'opère entre eux, d'effet de répétition, de dédoublement, qui n'est pas expliqué par le film, mais dont on voit bien qu'il, là encore, il fait sens, qui pourrait être une métaphore, mais de quoi ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on est tous des êtres pluriels? C'est pas aussi explicite que ça. Est-ce que ça voudrait dire que pour aimer quelqu'un, il faut que cette personne soit quelqu'un d'autre, qu'elle se transforme? Ça n'est pas non plus explicitement ça, mais c'est peut-être un peu de ça aussi, vous voyez. Et peut-être vous-même avez imaginé, si vous avez vu le film, d'autres interprétations possibles. Il y a quelque chose qui traverse nos lieux communs, nos tentatives d'interpréter, mais jamais ne s'y arrête, au fond. Les empile, on pourrait presque dire. Dernier cas de répétition que j'ai repéré, dans un film qui s'appelle Sun Yi, et là c'est dans les dialogues, c'est plus dans le casting, il y a 3 hommes à des moments différents qui disent la même chose à propos d'une femme. Une phrase d'ailleurs somme toute très banale. Ils disent à propos de Sun Yi, je ne dois pas bien prononcer, que c'est quelqu'un d'assez réservé. Et tous le disent avec beaucoup de conviction, comme s'ils avaient une sorte de révélation et qu'ils avaient enfin compris ce personnage. Et comme évidemment ils le disent tous, on trouve d'une part que la phrase est banale, et d'autre part, ça devient un lieu commun. Mais c'est un lieu commun et une tentative en même temps de singularité des personnages, en essayant de comprendre et d'affirmer ce qu'ils ressentent de l'autre. Et au fond, on est là au cœur de son cinéma, c'est-à-dire dans la banalité et la singularité, mais la singularité est aussi banale et tente désespérément de s'en détacher. Alors, ce qu'on voit dans ces différents effets de répétition, c'est qu'au fond, chez Aung San Suu, on n'est pas dans l'approche conceptuelle qu'on pourrait trouver, par exemple,
chez un cinéaste comme Alain Resnais, qui par ailleurs est un grand cinéaste, dans un film qui est une adaptation de pièce de théâtre qui s'appelle Smoking No Smoking, enfin plutôt 2 films, on voit bien qu'il y a tout un jeu de variations sur qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'allumais une cigarette, si je faisais ceci ou cela. Mais d'une certaine manière, le spectateur est prévenu de l'artifice, prévenu de la déclinaison. Et l'idée, c'est au fond qu'on chercherait à travers cette forme à définir un concept. Il y a toujours chez Resnais la tentation scientifique. Il les fait même parfois venir, les scientifiques vrais ou faux, dans ses films, ou imposteurs, pour essayer de proposer des théories, même si la fiction est toujours en tension avec cette tentative de conceptualiser. Dans On connaît la chanson, il s'agit de conceptualiser un phénomène qu'on connaît tous, qui est qu'on a des airs dans la tête, et que ces airs dans la tête, au fond, sont des expressions de notre inconscient, de questions qui nous travaillent au moment où ces airs viennent nous hanter. Sauf que là, il les met en scène d'une manière tellement artificielle que ça devient donc quelque chose d'analytique. Chez Aung San Suu, on n'est pas du tout là-dedans, vous l'avez vu, c'est quelque chose qui a trait au questionnement des personnages, à la forme du film, mais ça n'est jamais dans l'expression d'une maîtrise. On n'est pas du tout du côté donc de chez Resnais, et on n'est pas du tout du côté de l'exercice de style, du côté de la fêterie, mais vraiment d'une quête conjointe qui serait à la fois celle des personnages et celle du réalisateur, tous étant égarés et amenant donc le spectateur à participer de cette logique d'égarement, d'où le titre de mon intervention. Alors, on ne peut pas parler de la répétition sans parler d'autre chose chez Aung San Suu, notamment d'autres formes narratives. Je ne vais pas m'y attarder. J'ai parlé du récit à l'envers des Amours d'Oki, qui n'a rien à voir, par exemple, avec la pratique de Gaspard Noé dans Irréversible, où là, c'est plutôt un jeu justement très maîtrisé de petits malins, où on essaierait de remonter à rebours jusqu'à l'origine d'un acte, d'un viol, alors que chez Aung San Suu, le mouvement à l'envers n'aboutit, au fond, on l'a vu, à aucune résolution. La déchronologisation systématique du récit dans Hill of Freedom, où il prend prétexte du fait qu'une jeune femme qui a récupéré les lettres d'un homme japonais qui est venu la visiter, tombe dans l'escalier, les lettres se répandent, elle les reprend, et du coup les met en désordre. À partir de là, le film va se dérouler en déconstruisant la chronologie, ce qui fait que, par exemple, on voit l'homme, le japonais, retrouver un petit chien, et dans la séquence suivante, la jeune femme lui confier son petit chien, qui va... ou plutôt non. Oui, on voit une séquence où elle le remercie d'avoir retrouvé son chien, et dans la séquence d'avant, d'après, pardon, elle lui confie son petit chien. Enfin bref, je m'en mêle, je finis, vous voyez, moi-même par me prendre les pieds dans le tapis d'Aung San Suu, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, il déconstruit comme ça son récit, les choses ne se passent pas du tout dans l'ordre, mais là encore, on n'est pas du tout dans la maîtrise, par exemple, d'un Tarantino avec Pulp Fiction, où la déconstruction, les flash-forward, les flashbacks, les flash-forward dans les flashbacks et compagnie, tout ce petit jeu auquel il se livre sur le dos à la fois du spectateur et des personnages, n'a qu'une finalité, qu'avait d'ailleurs très bien expliqué Pascal Bonitzer dans un texte qu'il avait écrit à ce sujet, que c'était qu'il y ait un happy end, puisqu'à la fin, un des deux tueurs comprend les mots qu'il prononce quand il tue les gens, un extrait de la Bible, et du coup arrête de les tuer. Mais le film nous dit en même temps, ça se termine, puisqu'il est déconstruit de manière très arbitraire et notoire pour le spectateur, je vous donne un happy end, mais c'est parce que vous en voulez un, mais si j'avais mis les choses dans l'ordre, ça ne serait pas terminé bien. Voilà, on peut l'interpréter comme ça rapidement. Et donc on voit bien que chez Tarantino, il y a une distanciation du spectateur, du cinéaste par rapport à ses personnages, et qu'on n'est pas du tout justement dans cette empathie et cette confusion qui appartient au fond à tous. Alors il y a encore un autre cas de figure qui a à voir avec cet effet de brouillage de la répétition, qui est la présence de séquences imaginaires. Donc, par exemple, Hill of Freedom, dont je viens de parler, à un moment, l'avant-dernière séquence, la coréenne que ce japonais a cherchée pendant les 3/4 du film apparaît. Et ils se retrouvent, et ils partent ensemble en grimpant une route, et on se dit, tiens, pour la première fois, un happy end chez Aung San Suu, ça mérite d'être noté. Patatras, séquence suivante, on voit le même personnage, dernière séquence, qui se réveille, et la femme avec qui il a une liaison qui arrive. Bon. Alors du coup, comment interpréter cette séquence? Est-ce que c'est un rêve? Le film ne le dit pas explicitement. Ça a l'air d'être un rêve, mais c'est peut-être une fin possible. On reste là encore dans une indétermination.
Dans In Another Country, le film qu'il a fait, un des 2 films qu'il a fait avec Isabelle Huppert, découpé en 3 parties qui sont justifiées par le travail d'une jeune scénariste, eh bien, dans la 2e partie, Isabelle Huppert est la maîtresse d'un réalisateur coréen. Elle l'attend, il est en retard, il lui dit, elle n'est pas contente, elle va se balader près d'un phare. Il surgit, il tombe dans les bras, ils sont super contents, j'ai pu venir plus tôt. Et paf, le plan d'après, il a disparu. Et puis là, à la place, il y a une espèce de vieux dégoûtant qui la regarde, et du coup, elle a peur et elle s'en va. Bon. Elle rentre chez elle, elle s'endort, il arrive. Bon, ils se retrouvent, ils sont contents, et puis ils picolent, ils s'engueulent, ça se passe très mal, elle grimpe sur la table, enfin bon, tout va mal. Et puis on la retrouve endormie. Et une 3e fois, il arrive, et cette fois-ci, c'est la bonne. Sauf que nous, on commence à être un peu échaudés, et on se dit, la 3e fois, est-ce que c'est vraiment la bonne? Puisque les 2, on nous a fait le coup déjà 2 fois à chaque fois. Et ça rappelle un cinéaste que Hong Sang-soo aime beaucoup et auquel on l'a comparé, qui est Louis Buñuel, notamment dans Le charme discret de la bourgeoisie. Vous avez le rêve, et puis le rêve dans le rêve, et comme ça se déploie, ce qui fait qu'à la fin, le spectateur arrive à douter de tout. Mais il y a quand même une différence entre Buñuel et pour moi, et Hong Sang-soo, c'est que Buñuel est, comme on le dit souvent, une sorte d'entomologiste. Il regarde ses personnages un petit peu comme des fourmis ou des papillons qu'il épingle, alors que chez Hong Sang-soo, il n'y a pas justement ce surplomb, même si Buñuel est un immense cinéaste par ailleurs. Mais on n'est pas dans, on va dire, à la même hauteur. Voilà, on pourrait dire ça comme ça vis-à-vis des personnages. Alors, j'avance parce que je vois que le temps tourne. Donc, ces effets de répétition dont j'ai parlé, ils vont avec plein d'autres effets que je vais résumer à toute vitesse, mais qui, eux aussi, nourrissent cet effet, justement, somnambulique du spectateur, cet effet d'égarement. La banalité des personnages, la banalité des décors, les ritournelles qui reviennent entêtantes avec des petits instruments électroniques à katsu, la relative superficialité des réflexions des personnages, et puis parfois l'émergence d'une colère qui retombe aussi vite qu'elle est arrivée, la quête insatiable de sens, on en a parlé, un goût prononcé pour les aphorismes, qui est assez drôle, qui sont souvent assez quand même communs, comme par exemple creuser très profond pour se découvrir soi-même, ou une éternelle énigme, le cœur de la femme, et je pourrais en citer plein d'autres, où on voit bien que la quête désespérée de trouver du sens dans l'insens que définit Rosset sous le terme d'idiotie. Capacité des personnages à oublier, on en a parlé, mais l'oubli aussi comme force positive. Alors, au fond, quelle est la finalité de tout ce travail d'égarement ? Eh bien, c'est de nous proposer une nouvelle temporalité qui n'est pas la temporalité chronologique habituelle du récit et la temporalité chronologique du temps, chronos, tel que nous devons le subir. Alors, il en parle, donc Sang-soo, justement, de la répétition, et voilà ce qu'il en dit. Ce qui est intéressant dans la répétition, c'est qu'elle casse complètement cette propension à la chronologie, elle permet de se défaire du regard toujours identique et attendu sur le monde. Effet donc subversif dont parlait Deleuze. Il s'agit donc de reconstruire une temporalité qui serait, on pourrait dire, plus proche de celle qui serait notre perception, à la fois pour les personnages et pour le récit, narration qui bégaye et qui rejoint notre temps mental où les temporalités sont constamment imbriquées. Là encore, Ricoeur parle de cette histoire, toujours dans le même ouvrage Temps et récit. On peut dire que le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif et que le récit atteint sa signification plénière quand il devient une condition de l'existence temporelle. C'est-à-dire, nous sommes constamment en train d'essayer d'imaginer des narrations à partir de notre existence et constamment nous devons les reconstruire. Enfin, il le dit mieux que moi, donc je ne vais pas le paraphraser. Exister, c'est construire, déconstruire, reconstruire des narrations qui nous permettent de supporter la vie. Les personnages de Hong semblent eux-mêmes traversés par ces questionnements autour du temps, de ses raccourcis, de ses court-circuits, de ses bégaiements, tout comme le film, tout comme nous. On a vu l'effet de coïncidence dans la Vierge mise à nu par ses prétendants et l'euphorie qu'elle pouvait provoquer. Et c'est comme si, pour les personnages, ces signes infimes étaient un dérèglement profond du temps chronologique, chronos, et que se substituait kairos, une sorte de temps choisi, apaisant, même éphémère, qui permettrait à 2 personnages de partager cette expérience vécue d'un temps qui échapperait à la chronologie et qui permettrait aussi au spectateur d'en jouir à travers le déroulement chaotique du film. Alors je voudrais montrer un dernier extrait où un des personnages donne une explication à justement la coïncidence. Et on va voir un petit peu ce qu'il en dit. Donc, extrait de The Day He Arrives, c'est l'extrait numéro 2.
이유가 없죠. 그러니까 이렇게 이유 없이 일어난 일들이 모여서 우리 삶을 이루는 건데 그중에 우리가 일부러 몇 개만 취사 선택해서 그걸 이유라고 이렇게 생각의 라인을 만드는 거잖아요. 생각의 라인요? 예, 그냥 몇 개의 점들로 이렇게 이루어져서 그걸 그냥 우리가 이유라고 하는 건데 제가 예를 들어 볼게요. 만약에 제가 이 컵을 이렇게 밀어서 깨뜨렸다고 해요. 근데 이 순간 이 위치와 필요는 왜 내 팔이 여기에 있었는지 그리고 난 그때 왜 몸을 이렇게 딱 움직였는지 사실 대강 숫자만 잡아도 수없이 많은 우연들이 뒤에서 막 작용을 하고 있는 거거든요. 근데 우리는 이 깨진 컵이 아깝다고 그 행동의 주체가 나라고 왜 이렇게 덤벙대냐고 욕하고 말아버리잖아요. 내가 이유가 되겠지만 사실은 내가 이유가 아닌 거죠. 예. 그렇죠. 그 전에 우연들을 다 추적할 수는 없는 거죠. 그리고 그 우연들이 또 전에 우연들이 있는 거잖아요. 맞아요. 그런 거죠. 그러니까 현실 속에서는 대강 접고 반응하고 갈 수밖에 없지만 실체에서는 우리가 포착할 수 없이 그 수없이 많은 것들이 막 상호작용을 하고 있는 거거든요. 아마 그래서 우리가 판단하고 한 행동들이 뭔가 항상 완전하지 않고 가끔은 크게 한 번씩 삑사를 내는 게 그런 이유가 아닌가 제가 생각을 해보는데 말이 너무 많은 것 같네요, 제가. Voilà, donc là on voit bien, il y a au fond un élément de réponse qui est donné par le personnage, même si son point de vue ne se confond pas complètement avec celui de Hong Sang-soo, même si c'est un réalisateur. Hein, quand j'avais recopié le dialogue, enfin certains passages, à la fin, on ne peut pas s'empêcher de juger par rapport à ce qui nous arrive, alors que des facteurs invisibles agissent sur notre vie. C'est probablement pour ça que nos décisions sont faillibles et que la vie se détourne de son cours, parfois tragiquement. Voilà. Donc, ça n'est pas la parole de Hong, mais il y a quand même bien l'idée, au fond, et on le voit bien là chez ces personnages, qu'il y a toujours cette quête de trouver un sens, qui est aussi évidemment la nôtre. Et donc, c'est en cela que ça nous parle, puisque le récit lui-même va constamment déconstruire les choses pour nous amener à essayer de le reconstruire, alors qu'il n'est, pour reprendre l'expression de Clément Rosset, qu'idiotie. Alors évidemment, ça nous rappelle la célèbre phrase de Shakespeare dans Macbeth, « La vie n'est qu'une ombre qui passe », un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène, et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. Les films de Hong, évidemment, nous rappellent cette dimension tragique, mais ils nous disent autre chose aussi, me semble-t-il, c'est que dans cette recherche de l'infiniment petit, de la banalisation et de la répétition, ça permet en quelque sorte au spectateur ça l'aide en quelque sorte à supporter l'insupportable, à se supporter dans cette vaine quête en acceptant l'insoutenable réalité, y compris dans ces recoins pas toujours très reluisants, dans ces zones d'ombre minuscules, ces inconséquences. Cette œuvre, dont on a pu mesurer le minimalisme, celui de l'intrigue, de l'aura des personnages, d'une mise en scène caractérisée par les purs, les plans fixes et longs, les recadrages avec les zooms, etc., le peu de plans au sein d'un film, porte en elle cette perte d'aura assumée d'un cinéma en phase avec son temps, en phase avec un état de l'être qui tente de résister à une banalisation, une normalisation à laquelle il est soumis, à une désinscription flottante de la réalité, une perte de l'inscription dans l'histoire, dans la communauté. La répétition relève de cette geste dans ce qu'elle s'adresse à l'être d'aujourd'hui, conscient du leurre de sa propre quête de différenciation. Chez Hong, la croyance en l'œuvre semble sinon dépréciée explicitement, du moins relativisée, s'adressant à un spectateur contemporain parfaitement au fait des artifices du récit et du cinéma, à qui il s'agit de proposer enfin encore d'y croire sur le mode du jeu par la puissance de reconnaissance des situations et des personnages qu'il nous propose dans les détails microscopiques de leur existence. Catharsis aristotélicienne sur un mode mineur et ironique. Le titre anglais du film que vous allez voir tout à l'heure si vous restez, ce que je vous invite à faire, Right Now, Wrong Then, le dit bien, hein, c'est-à-dire vrai maintenant, faux demain ou ailleurs. On ne saurait mieux dire donc pour évoquer la relativité telle qu'envisagée par le récit des films de Hong Sang-soo et qui emporte même les stigmates. Il ne faut pas oublier, évidemment, que cette dimension métaphysique passe par une dimension jubilatoire pour le spectateur, un côté burlesque dont vous avez pu entrevoir quelques éléments dans les extraits que je vous ai montrés. Dernière citation de Deleuze, avant de conclure, « Si la répétition nous rend malades, c'est elle aussi qui nous guérit. Si elle nous enchaîne et nous détruit, c'est elle encore qui nous libère, témoignant dans les deux cas de sa puissance démoniaque. » C'est constamment ce qu'il arrive au personnage. Il s'enchaîne
par la répétition, ils refont toujours les mêmes erreurs, et en même temps, ils se libèrent puisqu'ils essayent de se reconstruire. Mais c'est aussi l'expérience que nous faisons comme spectateurs à travers les films de Hong Sang-soo. C'est sa puissance démoniaque à lui, si on peut dire, le sentiment d'égarement qu'il suscite en nous à travers ce jeu de répétition et de déconstruction, qui paraît en fait qui parvient non pas à nous rendre cyniques par rapport à notre existence ou à la réalité, mais à l'inverse, réactive en nous une forme d'humanité. Et je resterai sur cette dernière réflexion. Tous les films de Hong semblent nous dire la même chose. Notre quête de sens à travers différents signes, notamment les coïncidences, les répétitions, les oublis, les souvenirs, les élans, si elle n'a aucune chance d'aboutir, n'en est pas pour autant vaine. Elle est ce qui nous tient debout, nous rend en même temps humains, humains et dérisoires, dérisoires et tragiques, donc humains. Voilà, je vous remercie.